Il y a quelque chose que Christopher Walken cache depuis 40 ans. C'est arrivé sur un yacht près de Catalina Island. 3 personnes se sont endormies cette nuit-là. Seules 2 se sont réveillées. Natalie Wood a été retrouvée flottant dans le Pacifique, meurtrie et sans vie. Walken était là. Son mari aussi. Quelqu'un a entendu des cris. Quelqu'un a jeté une bouteille. Quelqu'un sait exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à 82 ans, de nouveaux détails émergent. Des détails sur la jalousie, l'alcool et une dispute qui a tourné au drame. Le capitaine a finalement parlé. Et ce que Wallen a dit aux enquêteurs change tout ce que nous pensions savoir. Il n'est pas né Christopher. Il n'est même pas né dans le show business. Il était Ronald Walken, un enfant timide d'Astoria, Queens. Né le 31 mars 1943. Sa mère, Rosalie, avait échappé à la pauvreté à Glasgow, tandis que son père, Paul, venait d'Allemagne et a ouvert une petite boulangerie. Paul a changé leur nom de famille de Woolan à Walken pendant la guerre. Être allemand dans le New York des années 1940 n'était pas facile. Les voisins chuchotaient, les clients hésitaient. Ce sentiment d'être observé, d'être différent et rester avec Walken. Cela a contribué à façonner le calme étrange qu'il a ensuite apporté à ses rôles les plus inoubliables. Mais la vraie surprise, il n'a pas commencé par le jeu d'acteur, mais par la danse. À seulement 3 ans, sa mère l'a inscrit dans un studio local. Alors que les autres enfants étaient à peine sortis des couches, Walken apprenait le tap, le ballet et l'acrobatie. À 5 ans, il pouvait réaliser des routines compliquées. À 7 ans, il gagnait 50 $ par semaine dansant au Majestic Theatre de Brooklyn. C'est comme 600 $ aujourd'hui. Il ne bougeait pas seulement bien. Il bougeait comme quelqu'un qui savait que le rythme pouvait raconter des histoires aussi puissamment que les mots. Chaque démarche, pose et regard qu'il a donné à l'écran plus tard venait de ses pistes de danse. Et il ne le faisait pas seul. Walken avait 2 frères, Kenneth et Glenn. Tous les 3 ont été entraînés dans le monde plein essor de la télévision directe des années 1950. L'astuce, c'est de se présenter. Ils traînaient autour des studios du Rockefeller Center de NBC jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin de meubles, des enfants qui se tenaient arrière-plan. À 7 $ par jour, cela aidait à payer les factures. Walken a fini par participer au Colgate Comedy Hour et au Wonderful John Acton. Généralement non crédité, mais toujours absorbant. Il regardait comment les lumières frappaient le visage, comment les réalisateurs donnaient des indications, comment tout dans le show business fonctionnait comme sur des roulettes. Ce n'était pas glamour, mais c'était une masterclass sur le fonctionnement de l'industrie. Il ne s'est pas arrêté là. À l'âge de 10 ans, Walken s'est inscrit à la Professional Children's School de Manhattan. Ce n'était pas une école normale. Les cours se terminaient au déjeuner et les après-midi étaient remplis de formations à la performance, de jeux d'acteurs, de chant, de danse. Des élèves comme Liza Minnelli et Elliott Gould partageaient les couloirs. Les enseignants ne se contentaient pas de corriger les copies, ils repéraient les talents. L'école prélevait une part des gains de ses élèves, comme un agent non officiel. Walken a appris vite. C'était une entreprise. Vous vous présentez, atteignez votre objectif et livrez. Pas d'excuses. Cela lui a donné la discipline qui définirait son travail pendant des décennies. Puis est arrivé quelque chose de totalement inattendu. Quand il avait 16 ans, il a passé un été à dompter un lion. Ce n'est pas une métaphore. Il a vu une annonce dans Variety d'un petit cirque à la recherche d'un dompteur de lions et il a effectivement obtenu le poste. La lionne Sheba était une femelle africaine de 136 kg. Elle était considérée comme docile, mais cela n'existe pas quand vous êtes seul dans une cage. Walken se produisait 2 fois par jour, gagnait 25 $ par semaine et vivait dans une caravane. Il a plaisanté plus tard, disant qu'une fois que vous avez défié un lion du regard, aucun réalisateur sur Terre ne peut vous faire peur. Ce n'était pas une école de théâtre, mais cela lui a appris la présence, le courage et l'immobilité. Et ses traits ne l'ont jamais quitté. À seulement 16 ans, Ronnie Walken est monté sur une scène de Broadway.
C'était 1969 et la pièce était JB, une réinterprétation du livre de Job. Ce n'était pas juste une pièce d'école. Elle avait remporté le prix Pulitzer et le Tony Award de la meilleure pièce. Une histoire poignante sur la souffrance et la foi, jouée devant les critiques et la foule new-yorkaise. Pour un adolescent du Queens, décrocher un rôle dans quelque chose d'aussi important était rare. Il ne faisait plus de numéros musicaux. C'était du travail sérieux, du théâtre sérieux. Et cela lui a donné un avant-goût de ce que le vrai jeu d'acteur pouvait être, profond, émotionnel et inoubliable. C'était le premier grand pas loin des rôles d'enfant et dans le monde du drame puissant. 2 ans plus tard, 1961, il s'est inscrit à l'université Hofstra. Mais la vie universitaire n'a pas duré longtemps. Moins d'1 an, il a abandonné. La raison, un emploi. Pas n'importe quel emploi, mais un rôle dans la reprise Off-Broadway de Best Foot Forward, une comédie musicale datant de 1941. Le chèque de paie a aidé. Mais plus que cela lui a donné du vrai travail avec de vrais acteurs. Il n'a pas quitté l'université par ennui. Il est parti parce que le monde dehors de la salle de classe l'appelait déjà et il a fait confiance à son instinct. Ce choix, risqué à l'époque, a porté ses fruits. D'autres rôles ont commencé à arriver. Tout au long des années 1960, il était partout au théâtre. Il s'est attaqué à Shakespeare dans Measure pour Measure, s'est attaqué à Tennessee Williams dans La Rose tatouée, puis est venu Le Lion hiver. Sa performance lui a valu le Theatre World Award, qui ne récompensait que les nouveaux venus les plus prometteurs. Ce n'était pas de la chance, c'était des années d'apprentissage de chaque ligne, de chaque émotion, de chaque geste. Il n'était plus juste un autre acteur. Il devenait un nom que les gens respectaient. 1971, il a fait ses débuts au cinéma dans The Anderson Tapes, réalisé par Sidney Lumet. Le film mettait vedette Sean Connery dans le rôle d'un ancien détenu planifiant un braquage massif. Walken jouait un autre ancien détenu faisant partie de l'équipe. C'était un rôle de soutien, mais c'était important. Le film était avance sur son temps, l'un des premiers à parler de surveillance et de caméras cachées, et la présence de Wallen n'est pas passée inaperçue. Hollywood a commencé à y prêter attention. 6 ans plus tard, 1977, il est apparu dans Annie Hall. Il n'avait qu'une seule scène, mais c'était suffisant. Il jouait Dwayne, le frère du personnage de Diane Keaton. D'une voix monocorde, il a calmement parlé de ses fantasmes de foncer voiture dans la circulation. Effrayant, intense et inoubliable. Ce seul moment a fait mouche. Le film a remporté 4 Oscars et 4 BAFTA. Il a rapporté plus de 38 millions de dollars au box-office. Et Walken. Les gens commençaient à se souvenir de son visage. Puis est arrivé 1978, Voyage au bout de l'enfer, un film sur la guerre du Vietnam qui a tout changé pour lui. Il jouait Nick, un métallurgiste devenu soldat qui finit brisé par la guerre. Le film a coûté 15 millions de dollars et a rapporté 49 millions. Aux Oscars, il a remporté 5 prix, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Walken. Ce rôle était déchirant. Les gens quittaient les salles de cinéma bouleversés. Ses parents l'ont même appelé après l'avoir regardé juste pour s'assurer qu'il allait bien. C'est à quel point il l'a rendu réel. Une scène particulière a laissé une cicatrice dans l'histoire du cinéma. Les scènes de roulette russe. Le personnage de Walken est forcé de jouer au jeu dans un camp de prisonniers vietnamiens. C'était brutal, tendu, et certains ont dit que ce n'était pas historiquement exact. Les journalistes ont affirmé que les Viet Cong n'avaient jamais fait cela. Mais Roger Ebert a défendu les scènes, disant qu'elles fonctionnaient comme un symbole. À l'origine, le scénario n'avait rien à voir avec la guerre. Il s'agissait d'hommes jouant à la roulette à Las Vegas. Cimino l'a changé, l'a déplacé au Vietnam et a créé quelque chose de hantant. Des années plus tard, Voyage au bout de l'enfer est toujours considéré comme l'un des plus grands films sur la guerre du Vietnam, aux côtés de Platoon,
Apocalypse Now et Full Metal Jacket. Après cette performance, Cimino n'a pas laissé Walken s'éloigner. 1980, il l'a de nouveau engagé, cette fois dans La Porte du Paradis. Le film était massif, mais il s'est effondré. Doté d'un budget d'environ 11 millions de dollars, il a grimpé à 44 millions et n'a rapporté que 305 millions de dollars au box-office. Le film a tellement échoué que United Artists, le studio derrière lui, a été vendu. L'ère des films réalisés par des réalisateurs s'est terminée avec ce film. Puis est arrivé un grand drame hors écran. C'était censé être un week-end tranquille de Thanksgiving. Le 28 novembre 1931, Christopher Walken a rejoint Natalie Wood et son mari, Robert Wagner, à bord de leur yacht de 17 mètres Splendor. Ils se rendaient à Santa Catalina Island. Le capitaine du bateau, Dennis Davern, était également avec eux. Walken et Wood tournaient Brainstorm à l'époque et le voyage était censé être une pause sur le plateau, mais les choses ont vite mal tourné. Le lendemain matin, Natalie Wood était morte. Son corps a été retrouvé flottant dans l'océan Pacifique à 1 mile du bateau. Elle avait 43 ans. Il y avait des ecchymoses sur ses bras et son visage. Son taux d'alcoolémie était de 0,14. Elle avait également des analgésiques et des pilules contre le mal des transports dans son système. Personne ne sait avec certitude comment elle a fini dans l'eau. Et ce silence hante Hollywood depuis plus de 40 ans. Le capitaine Davern a dit plus tard que quelque chose mijotait depuis des jours. Il a affirmé que Natalie s'était rapprochée de Walken pendant le tournage du film. Trop près. Il a dit que leur chimie n'était pas seulement pour les caméras. Selon lui, l'attention sur ce bateau venait de plus que de simples boissons fortes. Elle venait de la jalousie. Lana Wood, la sœur de Natalie, a admis qu'il y avait peut-être eu des sentiments, mais peut-être seulement dans la tête de Natalie. Pourtant, l'étincelle a suffi à allumer quelque chose de bien pire. Cette nuit-là, tout a explosé. Davern a dit qu'il avait entendu du verre se briser, une bouteille, puis la voix de Robert Wagner, aiguë et furieuse. « Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ma femme? » aurait-il crié à Walken. Ce n'était pas juste une petite querelle. La colère de Wagner a rempli le bateau. La fête est devenue froide. Wagner a dit plus tard dans ses mémoires qu'il s'était disputé au sujet du jeu d'acteur, pas de la jalousie. Mais des années plus tard, dans un documentaire de 2020, il a admis que oui, lui et Walken s'étaient disputés au sujet de Natalie cette nuit-là. Après les cris, Natalie est partie. Elle est allée dans sa chambre colère. Davern a dit que Wagner l'avait suivie. Que s'est-il passé ensuite? Personne ne le sait vraiment, mais c'était bruyant. Davern a appelé cela une dispute violente. Le lendemain matin, Natalie avait disparu. Son corps, meurtri et sans vie, a été rejeté près d'un canot qui avait dérivé. 2 personnes sur un bateau voisin ont dit qu'elles avaient entendu une femme crier cette nuit-là, crier à l'aide. L'histoire officielle a qualifié cela d'accident. Mais Natalie avait une peur bleue de l'eau et son. Elle ne savait même pas nager. Sa famille n'y a jamais cru. Walken a à peine parlé. Dans une interview de 1986, il a mis fin à la conversation rapidement. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, a-t-il dit. Elle a glissé et est tombée. J'étais au lit. C'était une chose terrible. Ses yeux, selon le journaliste, sont devenus glaciales. » 1997, il a avancé une autre théorie. Il a dit que peut-être Natalie avait entendu le canot frapper le bateau et était sortie pour l'attacher. C'était tout. Mais privé, il a parlé aux détectives lorsque l'affaire a été rouverte. Lana Wood a dit qu'il leur avait tout dit à une condition, qu'il ne révèle jamais ce qu'il avait dit. Ce silence n'a jamais été brisé. Quelques mois avant la tragédie, Walken avait ébloui le public d'une manière différente. Dans tout l'or du ciel, il jouait un proxénète qui faisait des claquettes. La plupart des gens ne savaient pas que Walken dansait depuis l'âge de 3 ans. Il s'est entraîné au ballet, aux claquettes et a même fait des tournées dans des comédies musicales quand il était enfant. Il a fait le grand numéro de danse du film Seulement 5 prises, sans arrêt.
Liza Minnelli a dit qu'il lui rappelait les danseurs de la MGM de son enfance. Ce rôle a mené 20 ans plus tard à sa danse inoubliable dans la vidéo Weapon of Choice de Fatboy Slim. 1985, Walk On a pris un virage plus sombre. Il a joué Max Zorin, le méchant de James Bond dans Dangereusement Vôtre. Zorin était un génie maniaque créé grâce à des expériences scientifiques nazies. Il prévoyait de détruire la Silicon Valley pour contrôler le marché des micropuces. Walk On a apporté un calme étrange à la folie, mais il avait une peur secrète. Il avait une peur bleue des chevaux. Ainsi, pour ces scènes, ils ont utilisé un vieux cheval mécanique des années 1940, autrefois utilisé par Elizabeth Taylor. Même coulisse, le film a suscité des problèmes. La véritable Zorin Corporation a menacé de poursuivre justice à cause du nom du personnage, obligeant les producteurs à ajouter une clause de non-responsabilité juridique. 2 ans plus tôt, 1983, Walk On a joué dans Dead Zone, basé sur un roman de Stephen King. Il jouait Johnny Smith, un homme qui se réveille d'un coma avec des pouvoirs psychiques. Chaque contact lui donnait des visions, certaines tragiques, d'autres terrifiantes. Il a vu la fille d'une femme piégée dans un incendie. Il a vu un avenir où un politicien, joué par Martin Sheen, devient président et déclenche une guerre nucléaire. La performance de Walk On était hantée. Il a rendu le personnage à la fois doux et torturé. Les critiques ont salué la façon dont il a capturé un homme brisé par le poids de son don. Travailler avec le réalisateur David Cronenberg sur Dead Zone a donné à Walk On la chance de plonger profondément dans l'horreur psychologique. Le film a obtenu une note de 89% sur Rotten Tomatoes. Le style sombre et sobre de Cronenberg a laissé respirer la performance de Walk On. Il parlait par courtes rafales lentes et réfléchies. Chaque pause ajoutait du poids. Ce n'était pas seulement effrayant, c'était triste. Le partenariat a montré que Walk On pouvait mener un film avec une intensité tranquille, pas seulement jouer des rôles de soutien étranges, mais Walk On n'était pas toujours sombre. Il pouvait être étonnamment drôle. Dans Wayne's World 2, il a joué un producteur de musique à la langue bien pendue. Dans Saturday Night Live, il est devenu légendaire dans le sketch More Cowbell. Dans le rôle de Bruce Dickinson, il a prononcé la réplique désormais emblématique, avec un sérieux mortel: « Il faut que j'aie plus de cloches de vache ». La blague est devenue si grande que les gens lui criaient encore des décennies plus tard. Il est également apparu dans des comédies comme Joe la Crasse, Une souris chez les riches et Le couple chéri, jouant souvent des excentriques qui voltaient. Il a la venine de médecin. Qu'est-ce qui a fait fonctionner sa comédie? Il ne l'a jamais traité comme une blague. Il l'a joué sérieusement et cela l'a rendu encore plus drôle. Christopher Walk On a rencontré Georgianne Tong 1963 alors qu'ils jouaient ensemble dans une production tournée de West Side Story. Ils jouaient un couple sur scène, mais le lien était plus que du simple jeu d'acteur. Georgianne a dit plus tard: « Quand vous le rencontriez, vous saviez qu'il avait cet avenir. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça de ma vie. » Ils sont sortis ensemble pendant 6 ans et se sont finalement mariés, janvier 1969. C'était il y a plus de 56 ans. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Georgianne a discrètement changé toute sa carrière, passant du jeu d'acteur à la direction de casting juste pour soutenir Christopher. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une décision intelligente et stratégique. Elle a vu ce qu'il pouvait devenir et a aidé à lui ouvrir la voie. Toute leur relation était basée sur le travail d'équipe, pas seulement sur la romance. Georgianne ne s'est pas contentée de s'effacer à l'arrière-plan. Elle a construit une carrière qui ferait d'elle une légende à part entière. À partir de 1989, elle a travaillé sur plus de 80 films et émissions de télévision, tant que directrice de casting. Aux côtés de Sheila Jaffe, elle a cofondé Walk On Jaffe et, ensemble, elles ont remodelé la télévision moderne. Leur plus grand succès, Les Sopranos. Cette émission a changé la télévision à jamais et ce sont elles qui ont décidé qui jouerait chaque rôle. Quoique rôle, elles ont également fait le casting d'entourage et d'un large éventail de films. Bazote, Monkey Bone, Bedazzled, Black Knight,
Two Girls and a Guy et plus encore. Georgianne a même fait une apparition dans Les Sopranos 2006, prouvant qu'elle n'a jamais vraiment abandonné le métier d'actrice. Elle n'a pas seulement profité de la célébrité de son mari, elle a façonné son propre héritage. L'un des choix les plus audacieux qu'ils aient fait tant que couple a été de ne pas avoir d'enfants. Walken a toujours été brutalement honnête à ce sujet. Dans une interview de 2005, il a déclaré « Je n'ai pas d'enfants et je suis content de ne pas avoir. » Il aime ses nièces et neveux, mais est tout aussi content quand ils partent. Il pense que sa carrière n'aurait pas survécu s'il avait eu des enfants. Les amis avec lesquels il a grandi ont dû arrêter de jouer la comédie lorsqu'ils sont devenus parents. Walken, lui, non. Il est resté, libre, prêt à travailler dès que le téléphone sonnait. C'est ainsi qu'il a continué à traverser de longues périodes de vaches maigres. Il l'a dit clairement. « Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de loisirs, je n'aime pas voyager, mais j'aime aller travailler. » Pour lui, jouer la comédie est tout. Son approche de la vie est tout aussi inhabituelle que sa carrière. Il a 82 ans maintenant et il n'a jamais possédé de téléphone portable. Pas une seule fois. Pas d'ordinateur, pas d'email. Quand il a besoin de passer un appel, il emprunte un téléphone. Sur le plateau, cela signifie souvent demander à un membre de l'équipe au hasard de lui prêter son portable. Il ne porte même pas de montre. Il demande simplement l'heure aux gens. Il ne s'agit pas d'une incapacité à comprendre la technologie. C'est un choix délibéré. Il préfère la vie sans bruit numérique. Tout ce qu'il fait, chaque appel, chaque rendez-vous, passe par des agents ou des assistants. C'est une façon à l'ancienne de vivre dans un monde hyper connecté, et il semble adorer ça. Ensuite, il y a sa garde-robe. Walken n'achète pas de vêtements. Il les vole sur les plateaux de tournage. Il l'a admis. Pour chaque film sur lequel il travaille, il ramène quelques articles à la maison. Ce n'est pas seulement de la frugalité. 2010 à sa guise à 2010, les fans ont remarqué qu'il portait une veste de son film de 1990, Le Mystère von Bülow, lors d'un événement de presse. Il ne l'exhibait pas, c'était juste sa veste. Le studio avait renoncé à essayer de l'arrêter. Certains prévoient même un budget pour cela maintenant, l'appelant une taxe sur les vêtements. Ces vêtements sont essentiellement une chronologie de toute sa carrière cinématographique. Chaque tenue raconte une histoire et tout est mélangé à son style de tous les jours. 2010, Walken a définitivement quitté le théâtre. La raison, les spectateurs qui utilisent leur téléphone pendant les spectacles. Il jouait à Broadway dans A.B. Handing in Spokane et les gens n'arrêtaient pas de répondre aux appels plein milieu de la représentation. Cela a brisé l'expérience pour lui. Le théâtre direct repose sur une concentration partagée, un lien silencieux entre l'acteur et le public. Quand cela s'est brisé, Walken est parti. Il se produisait sur scène depuis des décennies, commençant par les comédies musicales dans sa jeunesse, puis des drames sérieux. Mais une fois que le respect a disparu, il est parti aussi. Il n'y est jamais retourné. Il ne s'agissait pas d'ego. Il s'agissait de préserver l'intégrité du métier. Chez lui, il vit comme si c'était encore les années 1980. Sa télévision n'est que par satellite. Il regarde de vieux films, les informations et le sport. Pas de streaming, pas de Netflix, pas de visionnage excessif. Il reçoit même des DVD envoyés par la poste par les studios, de vrais disques physiques. Tout cela est intentionnel. Il aime l'ancienne façon de faire les choses. Il lit les notes du DVD. Il regarde les films du début à la fin. Pas de saut, pas de distraction. Il s'agit de profiter pleinement de l'expérience, comme c'était le cas pour les films autrefois. Il suit peut-être l'actualité, mais se divertit avec des choses qui restent coincées dans le temps. Et enfin, il y a l'herbe. Walken ne le cache pas. Lorsqu'on lui a demandé s'il se droguait, il a répondu oui. Pour lui, il s'agit de créativité. Il ne s'agit pas de faire la fête. C'est un outil, quelque chose qui aide à relâcher l'esprit et à débloquer quelque chose d'étrange et de brillant. Compte tenu de la façon dont son jeu d'acteur est souvent excentrique et inattendu,
Cela a parfaitement du sens. Christopher Walken ne joue jamais un rôle comme on s'y attend. C'est tout l'intérêt. Son style est étrange, secret et parfois carrément absurde. Mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne toujours. Prenez l'un de ces films où il a dû se teindre les cheveux d'une couleur bizarre et artificielle. Au lieu de simplement suivre le scénario, il a créé une blague privée dans sa propre tête. Dans chaque scène, qu'elle soit sérieuse, romantique ou pleine d'action, Walken pensait silencieusement la même chose. Que pensez-vous de mes cheveux? Peu importe ce que disait la ligne, ses pensées étaient sans cesse bloquées sur cette seule question. Il imaginait que tout le monde fixait ses terribles cheveux, et cela a discrètement façonné sa façon de prononcer chaque mot. Le public ne le savait pas, mais il pouvait sentir que quelque chose clochait. Et c'était ça la magie. Parfois, il va encore plus loin. Pendant qu'il joue, il peut prétendre être quelqu'un de complètement différent à l'intérieur, comme Elvis Presley, Bugs Bunny, ou même un commandant allemand de U-Boot. Pendant ça, à l'extérieur, il récite toujours le script comme il est censé le faire. Personne autour de lui n'a la moindre idée de ce qui se passe dans sa tête, ni le réalisateur, ni les autres acteurs. Il ne leur dit jamais. Mais ce jeu de rôle intérieur change sa façon de bouger, de parler et de réagir. Il dit que cela l'aide à atteindre des émotions qu'il ne trouverait peut-être pas autrement. C'est comme s'il jouait deux rôles à la fois. Un pour le public et un juste pour lui. Et pourtant, malgré tout son succès, Walken admet qu'il a du mal avec quelque chose de fondamental. Se souvenir de ses lignes. Mémoriser les dialogues n'a jamais été facile pour lui. Même après des décennies de jeu d'acteur, c'est toujours la même bataille. Il appelle ça « marteler les lignes ». Il se tient dans sa cuisine pendant des heures, répétant ses lignes à voix haute tout cuisinant ou faisant des tâches ménagères. Du poulet dans une main, un script dans l'autre. Il pense que les distractions aident fait la ligne à coller. Mais si quelqu'un lui donne une nouvelle scène 2 jours avant le tournage, il panique. Il a besoin de temps, beaucoup de temps. Ce qui prend des heures aux autres peut lui prendre des semaines. Mais d'une manière ou d'une autre, la lutte ne se voit jamais. Comme dans Pulp Fiction, où il a prononcé l'un des monologues les plus troublants et inoubliables de l'histoire du cinéma. Il jouait le capitaine Coons, qui remet un héritage familial, une montre or, à un petit garçon. Mais l'histoire derrière la montre est loin d'être réconfortante. Elle a traversé 3 générations, de la Première Guerre mondiale au Vietnam. Le personnage de Walken explique sans sourciller que le père du garçon et Coons ont caché la montre à l'intérieur de leur corps pendant des années d'emprisonnement. J'ai caché ce morceau de métal inconfortable dans mon cul pendant 2 ans, dit-il avec un sérieux parfait à un enfant. C'est à la fois horrible et hilarant, et seul Walken pouvait le faire ressentir à la fois sincère et ridicule. 8 ans plus tard, il a obtenu sa 2e nomination aux Oscars dans Arrête-moi si tu peux. Cette fois, il ne jouait pas bizarre ou effrayant. Il était le cœur brisé. Walken jouait Frank Abagnale Sr., le père triste et déçu d'un escroc adolescent. Contrairement à ses rôles habituels, celui-ci était ancré dans la réalité et profondément humain. Son fils, joué par Leonardo DiCaprio, s'enfuit dans un monde de mensonges. Mais la performance de Walken reste réelle. Il n'est qu'un homme dont la vie s'est effondrée. Le rôle lui a valu un BAFTA, un prix SAG et cette nomination aux Oscars. Pas d'artifice, juste de la douleur et de la fierté. Même lorsqu'il entre dans un monde fantastique débridé, Walken trouve un moyen de se démarquer. Dans Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, il jouait le cavalier sans tête. Il portait de lourdes prothèses et montait un cheval mécanique qui, chose amusante, avait été utilisé des décennies plus tôt dans National Velvet d'Elizabeth Taylor. Il n'avait pas de ligne, juste des grognements et de la physicalité, mais il l'a rendu terrifiant. L'équipe des effets spéciaux du film a construit des costumes sans tête, des oiseaux mécaniques et de fausses chauves-souris juste pour réussir l'illusion. Mais la présence intense de Walken a donné vie à la créature d'une manière qu'aucune technologie ne pourrait. Récemment, à 81 ans, il est revenu sur le territoire des superproductions massives dans Dune, 2e partie.
Il jouait l'empereur Shaddam-Quar, le dirigeant impitoyable de l'univers connu. Les fans attendaient l'apparition de son personnage depuis la première partie. Et quand il s'est finalement montré, c'était Walken, calme, étrange, puissant. Il a rejoint une distribution pleine de jeunes stars des stars comme Timothée Chalamet et Zendaya et a quand même réussi à tenir son rang. Le film a été retardé, mais l'attente n'a fait qu'accroître l'impatience. Walken a livré comme toujours. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il n'a pas ralenti. Il continue de travailler avec la même énergie qu'il y a des décennies. Son rôle récent dans la série Severance d'Apple TV+, lui a valu une nomination aux Emmy Awards. La série explore des thèmes de travail étranges et Walken joue un employé âgé pris entre deux vies. C'est une performance tranquille et envoûtante, et un autre rappel de tout ce qu'il peut faire sans dire grand-chose. Ces films ont rapporté plus de 1,8 milliard de dollars rien qu'aux États-Unis. Un nombre stupéfiant pour quelqu'un souvent connu pour ses rôles bizarres. Cette bizarrerie est cependant exactement ce qui a fait de lui une légende. Walken a toujours embrassé l'original, l'étrange, le dangereux. Il l'a dit lui-même. Il aime les rôles qui sont un peu décentrés. Les réalisateurs l'adorent pour ça. Quentin Tarantino a dit un jour que l'apparition de Walken dans True Romance était l'une des meilleures choses qu'il ait jamais filmées. Et les critiques sont d'accord. Son rôle oscarisé dans Voyage au bout de l'enfer a été classé parmi les plus grandes performances cinématographiques de tous les temps. Même son rôle dans Tout l'or du ciel a fait partie d'une liste des 100 meilleures performances qui auraient dû remporter un Oscar. Et pourtant, malgré toute la gloire, Walken reste mystérieux. À une époque où chaque célébrité publie sur les médias sociaux, partage ses repas, ses pensées, sa vie. Walken ne fait rien de tout cela. Il n'a jamais possédé de téléphone portable. Il n'utilise pas le courrier électronique. Il n'a jamais touché à Twitter ou à Instagram. Si les producteurs veulent lui envoyer un scénario, ils lui envoient un DVD par la poste. À l'ancienne, il dit qu'il a juste raté la vague technologique et qu'il ne l'a jamais rattrapée. Et c'est peut-être une bonne chose. Restant hors ligne, il a préservé un sentiment de mystère que la plupart des stars ont perdu.